Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. Retour sur la vie et l'œuvre d'un photographe qui a marqué le milieu de la mode avec ses nus et ses jeux de lumière. Herb Ritts fait l'objet d'une rétrospective à la Maison de la Photo ici à Paris. Avec Chouf, Karim Dridi signe un thriller social en immersion dans les gangs de narcotrafiquants à Marseille. Au casting, des acteurs non professionnels, plus vrais que nature. L'hommage des artistes noirs à l'histoire afro-américaine avec The Color Line, le musée du Quai Branly s'intéresse à leur combat pour l'égalité des droits, vu par le prisme de l'art. La semaine de la mode vient de s'achever à Paris et je vous propose de découvrir ou redécouvrir les clichés d'un photographe qui a élevé la photo de mode au rang d'art. Herb Ritts, décédé en 2002, est à l'honneur à la Maison européenne de la photographie. Après avoir travaillé pour Vogue, Vanity Fair et Rolling Stone, il s'est spécialisé dans les clichés de célébrités et a excellé à révéler la beauté des corps. Fanny Allard a arpenté pour nous l'exposition en pleine lumière. Les stars, il les a presque toutes photographiées. Madonna, bien sûr, dont il fut le photographe quasi officiel, mais aussi Nicole Kidman ou Naomi Campbell. Égérie des podiums dans les années 80, Marie-Sophie Wilson est souvent apparue dans Vogue sous l'objectif de Herb Ritts. Il voyait dans les mannequins qu'il utilisait quelque chose dont même nous, on n'avait pas conscience. Moi, je n'avais pas conscience d'être sexy ou quoi que ce soit. Et c'est lui qui voyait ça. Et il faisait ressortir ça de toi. Et en plus, il nous rendait toutes très, très belles. Magnifier la nudité, ce pourrait être le credo de l'artiste. Herb Ritts photographiait le corps avec élégance, toujours en quête du cliché qui ne s'oublie pas, comme celui-ci. Portrait de groupe des modèles phares de la fin des années 80, toute une époque. C'est la célébration du corps humain, pas tout seul, mais du corps dans l'espace. Le vent, la lumière, la sable du désert, la mer. Donc c'est un corps humain qui se célèbre dans l'équilibre avec la nature. C'est vraiment un mot-clé pour comprendre Herb Ritts, c'est équilibre. Véritable metteur en scène du corps humain, Herb Ritts affirmait que la star devant l'objectif lui importait peu. Ce qui comptait, selon lui, était l'émotion que véhiculait son cliché. 14 ans après sa disparition, l'émotion lui survit. Pendant la Fashion Week, les créateurs, les habilleuses, les mannequins sont à pied d'œuvre, mais ils ne sont pas les seuls. Les maisons prestigieuses s'entourent désormais de nouveaux talents pour garantir le succès de leurs défilés, comme les calligraphes. Nicolas Auchnir est l'une des plumes attitrées de la mode. Il signe les cartons d'invitation des plus grands. Ludovic Defoucault et Noureddine Béziou l'ont rencontré. L'image d'un calligraphe, c'est un vieux monsieur perdu dans le désert ou un japonais ou et vieux, un peu crados, pas très voilà. Donc en fait, moi je suis calligraphe, je suis pas très vieux, je suis pas vraiment sale. J'ai commencé par être assistant dans une galerie d'art et je tenais à ce que tous les collectionneurs soient invités à la main. Je trouve ça plus chic parce que moi quand j'ouvre ma boîte aux lettres, l'enveloppe qui se démarque, c'est celle qui est écrite à la main, évidemment. Et au fur et à mesure, j'ai été appelé donc, par plusieurs marques, donc Prada, Saint-Laurent, etc. Et je me suis mis à inventer des formes particulières de signature et d'écriture. Avec Giambattista Valli, pour Milan, là, c'est la collection Giamba, il a choisi une écriture beaucoup plus signature, comme si c'était presque lui ou qui invitait. Voilà. Et donc, on a choisi ensemble un truc très... je vais vous montrer. Avec le rouge Jamba, comme si c'était une signature de chéquier, en fait. Voilà. Celle-là et celle d'avant,
c'était ça. Donc c'était plutôt bien art déco, quoi. Celle-ci prend beaucoup plus de temps, finalement. Voilà. Donc il y a une vraie différence. Et puis celle de la couture, c'est ça. Ça, c'est la couture de Giambattista Valli, pour la couture. Voilà. Donc là, il y a 3 collections pour un seul créateur. Le retour de la calligraphie aujourd'hui, je le sens parce que l'idée de dire que ce sont les gens qui m'inspirent, ça les inspire aussi. Parce que je les mets au centre, en fait, de mon travail. Parce que l'idée, c'est pas le je me fais plaisir, évidemment, je suis très égoïste quand je crée. Mais le plus important, c'est l'idée de faire vivre une expérience. Les gens, ils écrivaient moins avant parce qu'ils avaient peur de montrer leurs sentiments, tout simplement. Parce que c'est beaucoup plus pratique d'envoyer un SMS, hop, dans le vent, et puis hop, on s'en fout. Là, de prendre un stylo et de se poser devant un bloc de papier, c'est plus compliqué parce que c'est gravé sur noir sur noir. Mais j'y crois, en fait. Je suis très, très optimiste. Voilà. C'est l'aboutissement d'une belle aventure qui a commencé à Marseille et s'est poursuivie au Festival de Cannes. Avec son dernier film, Chouf, qui sort en salle, Karim Dridi s'intéresse au réseau clandestin de la drogue et aux gangs des cités. Le réalisateur s'est entouré de comédiens non professionnels et a ancré son polar dans les quartiers nord de Marseille. Reportage de nos confrères de France Télévisions. C'est chez nous ici, tu as compris ? C'est un monde parallèle aux portes de Marseille. Celui des supermarchés de la drogue dans les cités des quartiers nord. Et aussi celui des règlements de compte. Chouf, c'est le nom des guetteurs de ces réseaux clandestins. Et l'histoire de Sofiane, un jeune homme brillant qui abandonne ses études pour venger son frère et se lancer dans le trafic. On place un charbonneur ici, qui prend les commandes, un autre là, qui encaisse, et un autre qui donne le shit. La plupart des acteurs sont de jeunes Marseillais débutants en comédie. Ça sera fait. Les accents, les expressions sont naturelles. Pendant 2 ans, le réalisateur Karim Dridi a enchaîné les ateliers de comédie avec eux. Alors que tu es un gars qui supporte pas l'école, qui supporte pas la discipline, qui supporte pas les condés, t'es un gars, normalement, toi et moi, on se parle pas. On n'est pas dans le même monde. Jamais on se rencontre. Toi, ton engagement, c'est de me dire, Karim, je vais faire ton film, j'ai envie de le faire, ton film, j'arrive à l'heure, c'est ça ton engagement. J'ai choisi ces gens parce que c'est plus facile de partir d'une page vierge que d'avoir des gens qu'il va falloir leur apprendre à désapprendre, si vous voulez. Une équipe de jeunes débutants, propulsée en mai dernier sur le tapis rouge du Festival de Cannes. C'était à Cannes, c'est le 2. À 5 jours de la sortie du film en salle, Mohamed Foziwa et Mourad Boussata sont encore sur un nuage. À Cannes, c'était la folie. On découvre en fait, jamais dans notre vie on s'est dit on allait à Cannes. Hein. C'est comme si on ramenait toute nos cités derrière nous, c'est comme on avait tout le poids derrière nous de nos proches qui nous soutenaient. Donc c'était dur en émotion. Beaucoup de pression et une consécration. Le jeu est juste, le scénario digne d'un thriller, ancré dans l'actualité. C'est ça la tête ou sa jambe? Je pense qu'avec ce film, on a quand même un peu balayé quelques clichés. On raconte des choses vraies, ça s'est vraiment passé. La plupart, c'est des anecdotes de vécu. Car derrière la fiction, la réalité est tout aussi violente et douloureuse. À Marseille, les règlements de compte ont coûté la vie à une vingtaine de personnes depuis le début de l'année. Découvrir les artistes afro-américains de l'esclavage à aujourd'hui. C'est ce que propose le musée du Quai Branly. Dans l'exposition The Color Line, la ligne de couleur, qui retrace la lutte des Noirs d'Amérique pour leurs droits et leur liberté. Certains artistes ont été parmi les premiers à franchir la frontière qui a longtemps divisé le monde et la société américaine. Julien Sauvager a parcouru l'exposition pour nous. Esclavage, ségrégation, racisme, lynchage, c'est à travers plus de 600 œuvres que le musée du Quai Branly retrace 140 ans de l'histoire des Africains américains, de l'abolition jusqu'à nos jours. À travers des documents d'époque, mais surtout grâce aux œuvres d'artistes noirs qui, chacun à leur manière, ont lutté pour leurs droits et leur liberté. Certains de ces tableaux sont repris directement des couvertures des journaux des Black Panthers, des couvertures de crise directement au service de la lutte, et d'autres sont plus subtils,
Le message est: n'oubliez pas que c'est un groupe de gens très talentueux qui ont un message esthétique à délivrer au monde. Mais pour briser cette color line, cette ligne de couleur discriminante, invisible, mais qui régit la vie des Africains américains, la lutte n'est pas qu'artistique. Révolte, émeute, lutte pacifique, puis violente, une histoire marquée par des victoires, mais aussi par beaucoup de déceptions. 1865, c'est la fin de l'esclavage. Donc on croit que ça y est, ça va bien. 1877, c'est le début des lois qui vont instaurer la ségrégation. Donc des illusions. Ensuite, vous avez la Deuxième Guerre mondiale, il y a 900 000 soldats noirs. Vous croyez que tout va aller bien? Et non, il faut qu'ils mettent encore 20 ans de lutte, de marche, de protestation pour arriver à 1964, où enfin les lois ségrégationnistes sont abolies. Mais depuis, la color line résiste et perdure, rendant cette exposition brûlante d'actualité. Et avant de se quitter, je vous propose de découvrir quelques images d'une autre exposition qui présente les œuvres de 9 artistes femmes nées ou vivant en Afrique subsaharienne. Elles sont originaires du Sénégal, du Nigeria ou encore du Kenya et elles retracent l'histoire de leur pays à travers des récits plus intimes. L'exposition L'autre continent se tient jusqu'au 31 décembre au Muséum d'histoire naturelle au Havre. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.